Il est sûrement le plus grand psychiatre français. Boris Cyrulnik a développé en France le concept de résilience. Il nous a donné rendez-vous chez lui, au bord de la Méditerranée, pour une rencontre exceptionnelle où le célèbre médecin se livre comme rarement. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Monsieur Cyrulnik. Bonjour, merci de venir de si loin. Merci de nous recevoir ici, c'est très impressionnant d'arriver chez vous. On est dans votre bureau. Voilà, c'est là où je passe une grande partie de ma vie. Mais je ne suis pas seul, hein, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'auteurs autour. Ouais, beaucoup d'auteurs, ça veut dire beaucoup d'idées. Vous êtes un homme d'idées. C'est ça, il y a beaucoup d'idées, les meilleures c'est les miennes, hein, mais il y a beaucoup d'idées. Il y a aussi beaucoup de photos quand on arrive. Les souvenirs, c'est important pour vous? Ah ben c'est l'identité, c'est les moments heureux, c'est les amis dont je suis fier, avec qui je corresponds encore. Donc bien sûr, c'est mon cadre, c'est mon identité, mon existence. C'est ici que vous écrivez? Oui, c'est ici que j'écris, mais je voyage beaucoup. Même encore aujourd'hui, je voyage beaucoup. Et là, je rencontre dans l'escalier, vous verrez, quand j'étais chez les Indiens de Fortaleza, au nord du Brésil, et ça m'a permis de découvrir qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas d'hôpitaux psychiatriques. C'est ce qui peut leur arriver de mieux. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils s'occupent de leurs patients dans la tribu, dans le clan. Et ça change tout. Et ça change tout, ils hospitalisent à peine. Alors que nous, on a des hôpitaux psychiatriques en difficulté, mais c'est pas forcément bien. Alors que les Indiens s'occupent de leurs patients. L'expérience, c'est important dans votre métier. Terrain. Le terrain. Moi, je suis un homme de terrain, beaucoup plus qu'un homme de laboratoire. Mais on travaille souvent avec les scientifiques et chacun stimule l'autre. Les scientifiques nous stimulent parce qu'ils sont plus rigoureux que nous, et qui fabriquent des beaux objets scientifiques, c'est-à-dire réduits, manipulables, faire des séries. Mais nous, quand quelqu'un s'assoit près de nous, ou quand on rencontre quelqu'un, c'est pas un objet de science. On ne peut pas le manipuler. Non, c'est sûr, heureusement. Mais ces patients que vous avez rencontrés, toutes ces personnes que vous avez rencontrées, en tant que psychiatre notamment, qu'est-ce qu'ils vous ont appris de la nature humaine? Oh, ils m'ont appris la nature humaine. C'est-à-dire que les gens qui se croient normaux sont normalement névrosés. C'est-à-dire que la nature humaine fait partie, la déviance fait partie de la nature humaine. Il y a de la folie dans la nature humaine. Et la folie fait partie de la nature humaine. Les animaux qui ont un système nerveux simple, ou bien ils s'adaptent, ou bien ils meurent. Alors que nous, on a un système nerveux, un cerveau très complexe, et en plus, on a la parole qui peut inventer des tas de récits. Et le résultat, c'est qu'on s'adapte, on ne meurt pas, et on crée des représentations folles. La folie fait partie de la nature humaine. Et tout ça, vous l'écrivez ici, hein. C'est ici que vous écrivez tout le temps vos livres. Voilà. Ça, c'est votre prochain, ça, hein. Ça, c'est le prochain, que je corrige, et je trouve encore des fautes. Et là, vous avez la vue face à la mer. Et là, je vois la mer. Le matin, c'est les pêcheurs qui partent. Et l'après-midi, il y a les bateaux à voile. Ça fait de l'effet. C'est une forme de beauté. Je vois juste un mot sur votre manuscrit, hein. On ne va pas révéler la nature de ce livre, mais je vois ce mot qui me parle, puisque ça parle de votre histoire, Auschwitz. Oui. C'est un mot qui est souvent revenu dans vos écrits. Ben oui, c'est un mot qui fait partie de mon histoire et qui est réveillé par les événements actuels. Donc c'est un mot qui m'emprisonne un peu et qui me contraint à comprendre pour me libérer. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas, on est soumis. Alors que quand on comprend, on ne règle pas le fait, mais on règle la représentation verbale du fait. On se sent mieux parce qu'on se donne parfois l'illusion de comprendre. Parfois ça aide, l'illusion. Mais ce travail de libération, tout au long de votre vie, il continue. Il est actif encore aujourd'hui. Eh bien oui, j'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais. J'ai commencé ma vie avec Auschwitz et j'arrive au dernier chapitre de mon existence
avec Auschwitz qui revient. J'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais, et bien ça revient. On va en parler. Pendant une balade en voiture, vous nous emmenez où? Alors, je vous emmène dans un très bel endroit de la corniche de Tamaris, à la Seine, c'est le fort Balaguier, qui est un fort vauban, avec une très belle vue. Bon, on va aller sur ce fort tout de suite. Je vous suis. Allez. Il y en a de partout, quoi, c'est génial. Et voilà. Merci. Parfait. Boris Cyrulnik, je vais vous poser la question que je pose à tous les passagers de cette voiture. À quel âge êtes-vous né? Je suis né 2 fois. Je suis né à 0 ans, avant la Seconde Guerre mondiale, et j'en ai aucun souvenir. Donc je crois ce qu'on me dit, que je suis né en 1937. Et je suis né une 2e fois, la nuit de mon arrestation, où j'ai découvert cette nuit-là que j'étais condamné à mort parce que j'étais juif, mais je ne savais pas ce que c'était qu'être juif, j'avais jamais entendu ce mot. Et je ne suis pas sûr de savoir aujourd'hui ce que c'est qu'être juif. C'est intéressant, à votre âge, de dire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là de votre arrestation? Eh bien, c'était en janvier 1944, j'étais caché chez Madame Farge, la famille de Juste qui m'a protégé pendant la guerre. Et la nuit, j'ai été réveillé par la Gestapo française avec des revolvers et des lunettes noires. La nuit, j'avais 6 ans et demi. Et Madame Farge a dit, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. J'ai donc appris cette nuit, ce matin-là, que j'étais juif, et qu'il suffisait de se taire pour être autorisé à vivre, mais que si on le disait, on risquait de mourir. Donc ma vie, ma 2e naissance, ma naissance consciente, a démarré avec ce concept que j'ai passé ma vie à chercher. Qu'est-ce que vous avez cherché exactement? Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Pourquoi on condamne un enfant à mort à l'âge de 6 ans et demi? Quel crime il a pu commettre? Quels sont les êtres humains qui croient qu'il faut tuer les enfants pour se protéger? C'est une question, j'arrive maintenant au dernier chapitre de mon existence et je me pose toujours la même question, mais j'ai réussi à me faire croire que j'avais un début d'explication et dans 50 ou 100 ans, peut-être que je pourrais répondre. Et c'est important parfois de se faire croire des choses. Je crois qu'on se fait croire des choses, on se fait croire que le réel existe, on se fait croire que la vie existe après la mort, on se fait croire qu'il y a eu la guerre de 100 ans, on se fait croire beaucoup de choses, mais ces croyances sont importantes parce que même si elles sont coupées du réel, elles organisent, elles donnent sens à notre vie. Donc le réel, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne conscience. On peut le découvrir grâce à une démarche scientifique, mais dans la vie quotidienne, je pense que la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale, et je crois que ce qu'on comprend est minuscule comparé à l'immensité du réel. Quelle croyance aujourd'hui par rapport à cette histoire folle, personnelle, vous avez fait tomber et quelles questions vous vous posez aujourd'hui? Alors la croyance momentanée à laquelle je suis arrivé, c'est que la soumission, l'obéissance, c'est la pensée paresseuse qui convient à beaucoup de gens. Parce que réfléchir, visiter, lire, rencontrer, accepter le désaccord, il faut travailler, il faut lire. Alors que la pensée paresseuse, c'est tout bénef, parce qu'on vous dit où est la vérité, on vous dit le chef qui dit la vérité, et c'est plus la peine de lire, c'est plus la peine de voyager, il suffit de réciter.
Et ça donne une grande conviction en soi, ça donne une force donc. La pensée paresseuse donne une confiance et force en soi. Et c'est probablement pour ça que aujourd'hui, où il y a une désorganisation sociale dans presque tous les pays, à cause de la guerre, à cause de la technologie, à cause de nos progrès, beaucoup de gens sont en difficulté, ils sont anxieux, ils sont déboussolés et ils sont apaisés quand ils croient à la pensée d'un dictateur. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui sur la planète, un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement. C'est ce qui explique le pouvoir, ou en tout cas que le mal agit dans le monde, que des hommes et des femmes choisissent le mal alors qu'ils ne sont pas fous, comme les nazis par exemple. Mais oui, alors ils choisissent le mal, mais ils sont convaincus que c'est le bien. C'est-à-dire qu'ils ont un chef, un gourou, quelqu'un qui leur dit la vérité, et celui qui ne pense pas comme eux, c'est le blasphémateur. C'est celui qui ne pense pas comme eux qui mérite la mort au nom du bien. Et eux tuent. Tous les génocidaires tuent au nom du bien, pour épurer la société, pour combattre, pour tuer les enfants qui risquent de devenir un jour avec une kalachnikov pour les tuer. C'est ce que j'ai entendu cette nuit de janvier 1944, quand Madame Farge a dit « si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif ». L'officier de la Gestapo a répondu « oui, mais aujourd'hui il est petit, mais dans 10 ans il reviendra avec un fusil à la main ». J'ai entendu ça au Congo, j'ai entendu ça au Rwanda, avec les génocidaires du Rwanda. Il faut tuer les enfants, sinon ils reviendront avec une kalachnikov à la main. Mais ce qui est fou, c'est quand le génocidaire, donc un homme, j'ai envie de dire, comme un autre, est face à un enfant, il n'y a pas quelque chose en lui qui lui montre que c'est mal, ou il est mal à l'aise d'aller tuer, d'avoir la volonté de tuer un enfant comme vous l'avez vécu. Alors, tuer un enfant, pour lui, c'est bien, c'est pas grave. Tuer un cancrelat, c'est pas un être humain, on peut le tuer en souriant. Les Allemands à Auschwitz tuaient en rigolant, à Babillard, ils tuaient des femmes nues avec leurs enfants dans les bras, en pouffant de rire. Au début, ils étaient malades, 2 jours après, ça les amusait beaucoup. Parce que c'était des cancrelats, c'était pas des êtres humains. Alors les Juifs n'étaient pas des cancrelats, c'était des bacilles. Donc c'est une épuration. On tuait les Juifs pour épurer la société. Donc le génocidaire tue pour le bien. Et le mal, c'est celui qui est tué. Et même si c'est un enfant, c'est pas grave. Quand on se soumet à une représentation totalitaire, à un récit totalitaire, on n'a pas conscience du crime. On croit qu'on tue quelqu'un qui mérite d'être tué, et cet enfant mérite d'être tué. Quelle horreur. Vos parents sont morts là-bas. Et ça me fait quelque chose de dire que mes parents sont probablement passés au four. Je vais avoir 88 ans, et c'est encore une blessure. Je ne peux pas accepter cette idée. Et quand j'étais enfant, j'ai eu une réaction névrotique, c'est-à-dire que c'était un déséquilibre psychologique. Je pratiquais le déni, c'est-à-dire que je ne voulais plus entendre parler de ça. Je ne voulais entendre parler que de rêve. Et le rêve m'a protégé. Sauf que le refuge dans la rêverie, Freud dit que c'est un mécanisme névrotique. Donc j'ai été névrosé, je le suis probablement encore un peu, j'ai été névrosé pour me sauver, comme beaucoup de gens qui viennent travailler en psychologie. Petit, vous avez rêvé de quoi pour ne pas revivre le traumatisme ? Je rêvais de devenir médecin pour comprendre. Je rêvais d'habiter au bord de la Méditerranée pour être heureux. Je rêvais d'écrire des livres pour partager, pour rencontrer. Et ma névrose m'a quand même permis de réaliser quelques-uns de ces rêves. Ah bah oui, vous avez tout réalisé, tout coché. Pas tout, parce que je rêvais d'avoir une grande famille, avec plein de copains. J'ai plein de copains, mais j'ai pas de grande famille.
cette souffrance immense, elle n'a jamais explosé dans votre vie personnelle à un moment ou à un autre, puisque vous l'avez nié petit? Non, parce que j'ai eu la rage de comprendre. Il fallait que je comprenne comment il pouvait y avoir une folie sociale et comment tant d'êtres humains pouvaient se soumettre avec bonheur à cette folie sociale. C'est écrit, je l'ai entendu souvent, hein. Il suffit de tuer les homosexuels, les gitans, les juifs, les malades mentaux, et la société fonctionnera mieux. Hein, c'est une phrase d'Hitler. Beaucoup de gens l'ont cru, ça. C'est pas l'intelligence qui empêche le crime, le génocide, il faut qu'il y ait plusieurs récits. Si on se soumet à un seul récit, on ne peut pas juger. Pour juger, il faut qu'il y ait plusieurs récits. Alors là, il y aura des débats démocratiques, peut-être même des conflits, mais là, un enfant, progressivement, apprendra à choisir, juger. Mais s'il n'y a qu'un seul récit, on n'a pas de liberté, on est soumis avec tout le bonheur que ça entraîne. J'ai pas de choix, c'est la pensée paresseuse, je sais où est la vérité, autour de moi je n'ai que des amis, puisqu'ils récitent tous le même délire. Donc la pensée totalitaire qu'on voit se remettre en place dans un très grand nombre de pays aujourd'hui, c'est la préparation à la guerre sans sentiment de crime. Et aujourd'hui, on a à nouveau ce délire antisémite. Comment vous jugez ce qui se passe dans notre société française? Alors le délire antisémite revient sur la planète aussi, hein. La France n'est pas antisémite, mais il y a des antisémites en France. Et 3% de la population suffisent à déclencher un phénomène psychosocial. La plupart des révolutions ont été faites par une très petite minorité d'activistes. Donc même si en France la majorité des gens ne sont pas antisémites, un petit groupe bien déterminé peut déclencher un phénomène psychosocial. Et ensuite, on ne le contrôle plus. Il évolue pour son propre compte, il provoque la haine, la mort, la riposte, et là on maîtrise plus la situation. C'est ce qui se passe dans un grand nombre de pays, ou c'est ce qui se passe aussi dans les révolutions, où parfois elles sont nécessaires. La Révolution française était nécessaire, la terreur et les noyades de Nantes n'étaient pas nécessaires. Donc on voit qu'on ne maîtrise plus le processus, on peut se laisser embarquer sans aucun sentiment de crime. C'est pas la première fois qu'on se voit, Boris Cyrulnik. Notre première rencontre date d'il y a quelques années, une bonne dizaine d'années. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la résilience exactement, Boris Cyrulnik? La définition est étonnamment simple. C'est comment se remettre à vivre le moins mal possible après un traumatisme psychique. Ce qui est difficile, c'est de découvrir les conditions qui permettent de se remettre à vivre le mieux possible. C'est ça qui est important en fait. Pourquoi vous avez cherché à comprendre la résilience? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu des choses difficiles et que c'est lié à votre histoire personnelle? Quand j'étais enfant, à cause de cette enfance fracassée, j'ai subi la malédiction des mots. Avec ce qui t'est arrivé, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu as été maltraité, tu deviendras un père maltraitant. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas la possibilité d'apprendre un métier. Après avoir été maltraité par le réel, par la guerre, par le génocide, j'ai été maltraité par les professionnels qui étaient chargés de m'aider. On m'a refusé une bourse parce que mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus. Donc on m'a refusé une bourse, j'ai dû travailler en même temps. Donc j'ai été maltraité par les professionnels. Et quand j'entendais dire la même chose des gosses des quartiers, regardez de quelle famille il vient, regardez de quel quartier il vient, c'est de la graine de violence. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Comment voulez-vous? Il est voué à la délinquance, il est voué à la débilité. Et cette phrase que j'entendais pour des enfants que je cherchais à aider me rappelait la phrase de malédiction que j'entendais quand j'étais enfant. Donc je me suis dit, il faut absolument trouver des moyens de changer la culture. Et ce qui change le mieux la culture, c'est les récits, les romans, les films,
les journalistes qui veulent bien me donner la parole, les débats démocratiques. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la résilience. Si c'est un débat démocratique, eh ben, on débat, on s'explique, mais là on voit réapparaître encore, même dans ma discipline, on voit réapparaître des préjugés et des récits totalitaires, même dans ma discipline. Il n'y en a qu'un qui a raison, c'est mon chef. Ces récits-là, en tout cas, c'est votre vie professionnelle, c'est ces conférences, c'est ces travaux, c'est ces livres qui ont été la condition de votre résilience, Boris Cyrulnik? C'était un besoin, c'était passionnant, mais ce n'était pas la voie la plus facile. Si j'avais été équilibré, j'aurais appris un métier d'artisan de façon à être autonome et indépendant socialement très tôt, faire une famille, avoir des copains, et voyager, et j'aurais pas été malheureux. Mais comme moi j'étais déséquilibré, je voulais absolument réaliser mes rêves, ça n'a pas été facile, c'est un peu miraculeux que j'y sois en partie arrivé, mais j'avais besoin de le faire. Mais ce n'était pas une preuve. Si j'avais été équilibré, je serais devenu menuisier comme mon père. Est-ce que ce déséquilibre, finalement, quand vous nous racontez votre vie, n'a pas été un mal pour un bien, puisqu'il vous a permis de faire tellement de choses, pour les autres aussi? Alors je dirais presque l'opposé, ce déséquilibre a été un bien pour un mal. Ah, C'est-à-dire que la première fois que je parlais des enfants de la Shoah ou des enfants sans famille, j'en parlais à la troisième personne. J'ai écrit des romans à la troisième personne. C'est-à-dire que l'orphelin dont je parlais, c'était mon représentant, c'était mon délégué à qui je donnais la parole pour raconter mon histoire que je n'osais pas raconter. Et maintenant que je suis peut-être un peu moins névrosé, en tout cas que je suis plus gonflé, maintenant j'ose dire je. Donc ça a été un bien, maintenant j'ose dire je. Pour un mal, les premières décennies n'ont pas été faciles. ça veut dire que vous êtes résilient à votre tour aujourd'hui? Je me présente jamais comme un résilient. D'abord parce que le résilient c'est un processus, c'est pas un état. Donc on ne peut pas dire je suis résilient parce que s'il arrive un malheur, ça ne tiendra pas. Aucun progrès n'est continu. Dans toute histoire humaine, il y a des moments faciles et des moments difficiles. Et c'est pas parce qu'on a été traumatisé qu'on devient invulnérable. Au contraire. Ah, ça, c'est une illusion qu'on peut avoir quand on a été traumatisé. C'est pas logique. Tous, même quand on a une famille, quand on est en bonne santé, quand on est dans une culture en paix, eh bien, il y a quand même des moments difficiles. Donc le fait d'avoir été orphelin, d'avoir été malade, d'avoir connu la guerre, d'avoir connu une extrême pauvreté, n'est pas un facteur de protection. Qu'est-ce qu'il reste encore à libérer en vous, Boris Cyrulnik? Oh ben, je commence à peine, hein. Dans 50 ans, je répondrai à votre question. On arrive au fort Balaguier. Voilà, c'est un très joli fort. Vous l'avez visité déjà? Pas encore, jamais. Pourquoi vous aimez ce lieu? Parce qu'il est au bord de la mer et que ça fait partie de mes rêves d'enfant. Je pensais qu'au bord de la mer, on ne pouvait pas être malheureux. Je me disais, ceux qui habitent au bord de la Méditerranée sont forcément heureux. Waouh! Alors c'est magnifique, c'est l'entrée de la rade. Toute la rade est immense, on dit que c'est la plus belle rade d'Europe. On comprend que c'est un lieu à vocation militaire, le lieu géographique, cette rade de Toulon. Et on est sur un fort qui est un lieu de résistance. En tant que psychiatre, pour vous, qu'est-ce que ça symbolise, un fort? Alors c'est ça, le fort est le symbole de la résistance. On affronte. Après la guerre, on sera dans la résilience, il faudra reconstruire. Il faudra faire quelque chose de la tragédie, et là on sera dans la résilience, faire quelque chose de la blessure. Alors que le fort, lui, il est front à front, on affronte. Quand vous vous retournez sur votre vie, sur votre chemin déjà parcouru, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie justement et de votre blessure?
Le fait d'être privé de famille fait que j'ai surestimé la famille et que finalement j'ai peut-être pas été un si bon père que ça en voulant tout faire pour les autres. Et que si j'avais la vie à refaire, peut-être j'en ferais moins. Mais en revanche, j'ai transformé le malheur en plaisir de comprendre, plaisir d'écrire, plaisir de rencontrer. Ça ne change rien au malheur, mais ça change tout à la représentation du malheur. Représentation au sens théâtral. Je ne suis plus soumis au malheur, je m'en suis libéré parce que j'en ai fait quelque chose. Et ici, là, devant ce beau paysage, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une personne qui nous regarde et qui, en ce moment, traverse un malheur, vit un malheur? Alors, c'est fréquent. La vie est passionnante et pas toujours facile. Donc, les malheurs sont inévitables. Alors, il y a les deux mots-clés. C'est trouver un soutien affectif, verbal. Pas forcément se confier, mais un soutien. Je suis bien, je suis sécurisé quand il, elle est là. Et ensuite, donner sens à ce qui nous est arrivé. Et avec ces deux mots-clés, le soutien affectif et le sens, on se débrouille. Merci Maurice Cyrulnik pour cette belle balade aujourd'hui.